Salut à tous et bienvenue sur Wargame Lore Iggy TV. On est sur le 21e chapitre du roman Génopère. Ceux qui me posent la question de combien il y a de chapitres, 28. Donc c'est-à-dire que là, 21. Ensuite, voilà, vous savez compter jusqu'à 28. On approche de la fin. Sachant que ce chapitre-là va être vraiment très rapide et du coup, ça va me permettre de rebondir et de faire une deuxième partie sur cette vidéo. Une vidéo qui va être plus être une réflexion, en fait, sur un élément du lore que je vais pouvoir comme ça détailler. Parce que sinon, c'est vrai que le chapitre est tellement court que c'était pas extrêmement intéressant. Donc après, je me suis dit peut-être que je vais aller grappiller et puis intégrer le chapitre 22 après. Mais après, je vous ai dit, du coup, ça fait une vidéo 21, 22 en même temps. Du coup, elle va être peut-être un peu trop longue, celle sur le 21 plus le 22. Donc je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien. Vu que récemment, j'ai parlé d'un sujet qui me tenait un peu à cœur, je vais le détailler dans cette vidéo. Voilà, comme d'habitude, je vous rappelle que cette vidéo est disponible en avance sur Tipeee. Ceux qui me soutiennent sur Tipeee, merci à vous. C'est vous qui me permettez de continuer. Vous avez aussi une playlist avec toutes les vidéos de Génopère. Alors ce chapitre 21, il s'appelle La guerre du Mechanicum. Donc on se retrouve sur Pontus Arvenes. Bien sûr, eh bien, ils prennent conscience que quelque chose ne va pas parce qu'il y a des tremblements dans toute la station, dans toute cette zone. Tremblements qui ont été induits par justement la prêtresse du Dark Mechanicum qui vient déclencher l'objet qui était dans les grottes. Et ces tremblements, bien sûr, sont ressentis aussi à la surface. Et à la surface, on les avait oubliés, en tout cas moi je les avais oubliés, mais vous avez bien sûr les chevaliers impériaux qui sont là pour patrouiller. Et bien, dès qu'il y a le premier tremblement, vous savez que déjà c'était difficile parce qu'ils étaient en train de marcher dans un environnement avec beaucoup de boue, beaucoup de terrain instable qui était difficile à augurer, c'est-à-dire qu'en fait même avec leur détecteur, ils étaient incapables de voir un peu à travers la couche de boue et que des fois voilà, ils mettaient le pied dans un endroit et que ça s'affaissait un petit peu et que les chevaliers risquaient de trébucher, voire de tomber. Et forcément, on peut imaginer un chevalier impérial qui est tombé va vraiment avoir de grosses difficultés à se relever. On peut penser à la sentinelle à la TST qui marche sur des rondins dans Star Wars et puis après du coup il est incapable de se relever. Mais c'est vrai qu'on n'y avait jamais pensé, mais en fait simplement ouais, c'est vrai qu'un chevalier impérial, s'il est tombé, du coup il peut pas se relever parce qu'il n'a pas trop de bras ou quoi que ce soit pour s'aider. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous leurs senseurs sont en alerte, mais qu'ils sont incapables de communiquer. Ils envoient bien sûr des communications rapides avec les différentes pyramides, donc les forces du Mechanicus, qui sont présentes sur Pontus, mais personne ne répond, tout est parasité. Donc bien évidemment, ce qui se passe, c'est qu'ils se mettent en position défensive. Donc la position défensive sur les chevaliers impériaux, c'est d'essayer de former un cercle, étant donné qu'on ne sait pas d'où va provenir le danger, histoire de minimiser les chances de se faire prendre à revers, parce qu'on imagine bien aussi que les chevaliers impériaux sont très tournés vers l'avant, étant donné qu'ils ont des boucliers ioniques qui sont orientés. Donc c'est-à-dire que le bouclier doit être orienté dans une direction, donc ça c'est quelque chose qui est assez présent dans le lore et aussi qui était présent aussi à une époque en termes de jeu, eh bien l'orientation de ce bouclier permet en fait d'arrêter en fait tout ce qui va être projectile, champ d'énergie, mais uniquement dans une direction donnée. Donc forcément, en se mettant en rond et en superposant en fait ces couches de bouclier, eh bien on arrive à créer un mur énergétique qui est tout autour des chevaliers. Et en fait, il voit qu'il y a des petites parasites, des petits éclairs énergétiques qui commencent à se disperser sur le sol. Alors on les voit qui viennent ramper un peu comme des serpents. Ils viennent sur les chevaliers, mais sans provoquer énormément de dommages. Mais on voit qu'à un moment donné, eh bien, ils filent tous dans une direction et se concentrent en une colonne de lumière qui est présente entre les pyramides et qui monte jusqu'au ciel, jusqu'à toucher le bouclier de Pontus et à créer une sorte de faisceau constant d'énergie électrique qui est en train de se plus ou moins stabiliser. Au fur et à mesure qu'il observe, il voit qu'à la base, cette colonne d'énergie eh bien, va former une sorte de lentille, une lentille lumineuse. Et à un intervalle assez régulier, eh bien, une autre colonne se forme. Et au fur et à mesure, tout autour d'eux, ils se retrouvent entourés de colonnes de lumière, d'énergie, qui sont en train de pulser et de, encore une fois, se concentrer pour former une lentille. Et cette lentille finit par se stabiliser en un portail et il voit que, de par ce portail, des formes commencent à sortir. Alors au début, étant donné que leurs augures sont inefficaces, parce que tout est parasité, ils ont du mal à déterminer ce qui sort de ces portails-là. Par contre,
au bout d'un moment, ils arrivent à discerner des choses de par leurs yeux, en fait, parce que tout ce qui est mécanique est parasité, mais la lumière, elle, par contre, réussit à arriver jusqu'à leurs yeux. Ils peuvent donc analyser les choses et ils voient que ce sont alors dans un premier temps, on imagine des sortes de paisibles créatures, parce que vous savez que sur Pontus, il y a en fait toute une sorte de faune qui est là, donc des créatures animales assez grandes, assez indéfinissables, mais qui sont là, qui sont en train d'avancer. Donc il pense que c'est ça, mais après, il finit par voir que ces créatures-là, en fait, sont bien plus que ça, parce que plus ça se précise, plus il voit qu'elles sont harnachées avec des armes, de l'équipement, et il reconnaît instinctivement qu'en fait, il s'agit d'abominations, un mix entre des créatures biologiques et des créatures mécaniques, et que c'est bien sûr l'œuvre du Dark Mechanicum et que ce sont des engins de guerre impies où on mêle la science, le warp et les créatures biologiques. Et juste à côté apparaissent de petites silhouettes, et ces silhouettes, par contre, là, il ne met aucun temps pour les reconnaître. Il s'agit d'Hereticus Astartes. Et dès que les Hereticus Astartes arrivent, posent le pied, eh bien, ils tirent avec leurs armes lourdes et impactent évidemment les boucliers des chevaliers. C'est le moment où les chevaliers se mettent à répliquer. Donc, on a des tirs d'obusiers rapides, on a des tirs de salves de roquettes. Certains Space Marines sont propulsés, tombent à la renverse, mais il en faut bien plus pour réussir à éradiquer en fait la magnificence de la création de l'empereur, à savoir du légionnaire Space Marine, qui en plus a reçu la bénédiction des dieux sombres, et tous se relèvent, quasiment aucun n'est blessé, quels que soient les impacts, et un des pilotes de chevalier, je veux dire pilote parce que le mot ne me revient pas, un des pilotes de chevalier doit même retenir en fait sa machine, parce que vous savez que les chevaliers impériaux ont leur propre conscience, mais aussi le résultat en fait de tous les pilotes de chevaliers qui ont intégré en fait leur conscience plus ou moins dans un amalgame qui est la conscience ou l'âme antique du chevalier qui vient lutter contre peut-être la volonté du pilote. Et là, c'est le cas. On a un chevalier, par exemple, qui a un lance-flamme lourd, donc il a envie, bien sûr, de briser la défense pour aller attaquer avec son lance-flamme lourd, parce qu'elle est beaucoup trop loin pour utiliser son lance-flamme. Mais ça créerait, bien sûr, une faille dans la protection du mur d'énergie ionique. Et là, le pilote est obligé vraiment de réfréner les instincts de son chevalier. En tout cas, voilà que commence la première guerre du Mechanicum sur Pontus Arvennes. Alors, on retrouve Gvo. Gvo, en fait, prend conscience qu'autour de lui, il y a une sorte de brume et avec des formes, qui volaient autour de lui. Et quand il arrive à se concentrer sur une de ces formes, il se rend compte qu'il s'agit d'autres lui-même, d'autres itérations de Gvo. Donc, tout ce qui a été les constructions passées. Et il réalise qu'il n'arrive pas à prendre conscience de son propre corps lui-même. Donc, il est dans cette rêverie, dans sa tête, dans ce monde de conscience éparpillé, et on entend justement la prêtresse du Dark Mechanicum qui dit haha, ça doit être assez amusant en fait d'observer qu'on est entouré de nous-mêmes sans être certain de nous-mêmes d'être la personne en titre. Et en fait, c'est exactement le sentiment de Gvo. Il se dit je suis ces personnes qui sont autour de moi, mais qui sont à chaque fois une autre version de ma personnalité, sans être vraiment l'essence de qui je suis. La première version, Friedrich, était l'original, était la réalité, et en fait à chaque fois Belisarisco a créé d'autres versions sans jamais retrouver exactement la personne qu'il était au début. Et alors qu'il prend conscience de ça, il prend aussi conscience de tout l'afflux de données avec lequel il est relié, parce qu'il est relié bien sûr directement aux Arquisitors et à la conscience de Gvo, la conscience ultime de Gvo, la banque de données de Gvo, et il peut retrouver à chaque fois, s'il se concentre encore une fois sur une des ombres, un des fantômes, il peut retrouver le moment précis qui est en train de se jouer devant lui, sans pour autant toujours avoir accès à l'extérieur et aux autres protagonistes qui pouvaient intervenir avec lui dans ce moment donné. Ce qui veut dire que, il a et un petit contrôle et une passivité. Donc, il dit simplement à la prêtresse, je vois que vous vous servez de moi, puis elle lui dit, oui, bien sûr, c'est déjà ce que je t'ai dit, tais-toi. Et là, il prend conscience et lui dit, mais en fait, vous pouvez pas me faire taire, parce que je peux parler. Donc tout simplement, vous n'avez pas la capacité de me faire taire.
Et là, pas de réponse. Pas de réponse, ça confirme en effet que la prêtresse n'a pas la capacité parce que... Pourquoi? Sans doute parce qu'on est dans le fort intérieur de Gvo, que Gvo doit être éveillé, ou en tout cas doit être conscient d'une certaine façon pour maintenir ce lien avec les Arquisiteurs et pour maintenir ce passage ouvert afin que justement les données du Dark Mechanicum puissent se déverser dans les Arquisiteurs. Donc ça, c'est une première information qui est assez intéressante, c'est qu'il doit être en vie, donc c'est plutôt une bonne chose, tant que la prêtresse a besoin de communiquer ces informations, d'envoyer son code parasite aux Arquisiteurs, eh bien, il sera vivant. Et en plus de ça, elle n'a pas la capacité à le museler. Donc, il commence à essayer de prendre conscience des différentes choses qu'il peut faire. Donc, il peut un peu se déplacer, il prend conscience aussi un petit peu de la présence d'une pique physique réelle. Donc, c'est la pique de données qui a été plantée, en fait, par la prêtresse dans le corps physique de Gvo, dans l'espace matériel, pour justement pouvoir transmettre les informations. Donc ça, il se rend compte qu'elle est inamovible et qu'il ne peut rien faire, étant donné qu'il n'a pas accès à ses fonctions motrices. Par contre, dans son esprit, il se rend compte qu'il peut manipuler un petit peu les choses. Et il se dit, très bien, tant que je suis là, je peux être le fantôme dans la machine, Ghost in the Shell. Et en fait, il est très habitué à être un fantôme parce qu'il est lui-même le fantôme des Gvo précédents de Friedrich, et il se dit qu'il a un rôle à jouer et que tel que l'a conçu Belisarius Cawl, telle cette perfection mécanique par rapport à ce qui peut être créé au 41e millénaire, eh bien, il a sans doute moyen de faire quelque chose. Et il remonte vers l'origine du signal qui est envoyé aux Arquisiteurs. Et voilà, fin de ce chapitre 21. Je vous l'avais dit, hein, c'est extrêmement court, donc ça va me permettre de profiter du temps de la vidéo pour parler un petit peu d'autre chose, un sujet qui me tient à cœur, et un sujet qui est justement le changement, en fait, la transition depuis les 20 premiers chapitres, en commençant avec ce 21e chapitre. Alors, le principe, c'est que quand vous lisez un roman, eh bien, l'auteur va souvent avoir envie d'aller sur différentes pistes. On a la piste qui, pour l'instant, est utilisée sur Génopère, ou en tout cas, ce qu'on cherche à réaliser en tant qu'auteur, c'est de transmettre en fait des informations ou des émotions, ou les deux en même temps. Voilà. Là, Guy Hallet, sur Génopère, il est vraiment en train de nous transmettre énormément d'informations qui nous permettent de réfléchir sur l'univers de Warhammer 40 000. Quand vous lisez Génopère ou quand vous écoutez mes vidéos, j'espère vraiment que ça vous donne matière à réfléchir, matière à vous dire, voilà tel que je conçois l'univers de Warhammer 40 000, eh bien, toutes les informations qu'on me donne, ça me permet de construire une vision plus juste, plus grande, plus vaste de l'univers de Warhammer 40 000, alors sur le plan bien sûr du Mechanicum, sur le plan de Fabius Bill par exemple, à travers ces deux protagonistes, et ma connaissance augmentant, j'ai une meilleure compréhension de pourquoi certains personnages vont avoir telle envie, pourquoi ils vont faire telles actions. Est-ce que, du coup, ça va crédibiliser l'univers dans sa globalité? Voilà, ça, c'est vraiment, moi, ce que je trouve très intéressant. À côté de ça, parfois, on va avoir des auteurs qui veulent simplement, en fait, vous faire, attention le titre, du porn bolter. Alors, ce que j'appelle le porn bolter, c'est vraiment quand le but, ce n'est pas tant de la narration, c'est plus de mettre en avant les capacités martiales des Space Marines. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment du combat, de la testostérone x4 augmentée génétiquement, du post-humain musculeux, et vraiment quand le principal de la narration, ça va être vraiment du combat, des tirs de bolter, des coups d'épée, des bras coupés, le gars se relève, tous les organes surnuméraires du Space Marine qui lui permettent d'accomplir ce que le simple humain est incapable de faire. Toute cette profusion en fait ou d'équipement, l'armure énergétique qui lui permet d'encaisser des tirs incroyables, etc. Voilà, ça c'est ce que j'appelle le porn bolter, c'est quand on est vraiment dans le Space Marine, c'est incroyable, c'est le surhomme, l'élite de l'élite de l'élite. Mais ça, on peut le retrouver dans des codex. Hein. Moi, il y avait certains codex où vraiment on était sur l'élite de l'humanité et sélectionné. Dans ce petit groupe, eh bien, on va faire une sélection pour savoir qui
aura le droit d'être envoyé dans les étoiles avec les Space Marines. Donc l'élite de ça, ce sera justement les apprentis, ceux qui sont simplement emmenés. Après, eux tous vont subir du conditionnement, de l'entraînement, de la sélection. De tout ça va sortir des initiés Space Marine et au fur et à mesure, comme ça, créer du super Space Marine jusqu'à arriver à des sergents, des capitaines, l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, qu'à un moment donné, tu fais « Ok, est-ce qu'on peut vraiment aller si loin ?» Vous voyez ? Mais toujours l'idée de mettre en avant un peu le produit Space Marine. Voilà, encore une fois, c'est pour ça que j'appelle ça le porn bolter, parce que c'est vraiment fait sur le Space Marine, c'est-à-dire que énormément de romans et de littérature sur Warhammer 40 000, et même les livres de règles, les codex, dès que ça introduit un petit peu de lore, on a bien sûr cette image mise en avant du Space Marine. C'est pour ça que j'insiste sur le côté bolter. C'est pas Warhammer 40 000 qui est incroyable et qui est si puissant, mais c'est vraiment le Space Marine dans cet univers-là. Et en fait, c'est quelque chose qui peut être vraiment déstabilisant. Moi, j'ai été marqué à une époque où j'avais lu un roman ou un codex, je pense que c'était un codex, je ne sais plus exactement, mais où on décrivait qu'un seul Space Marine, pas un Primaris encore, hein, mais un seul Space Marine avait la capacité de contrôler une planète tellement il était intelligent, fort et vaillant, et ainsi de suite. Et en fait, c'est vrai que cette image-là, elle est vraiment mise en avant. Et parfois, on se retrouve avec, je ne sais pas, une petite explosion, une petite mine de proximité, 3 cultistes ou 3 citoyens impériaux qui balancent des gravats sur un Space Marine, et puis bouf, 2 Space Marines de mort dans l'escouade. Et en fait, il y a toujours eu un contraste assez saisissant suivant ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que si on avait par exemple je sais pas, un Primarque par exemple, Roboute Guilliman qui est là, à côté de lui on veut le mettre en valeur, donc il va y avoir une explosion, il va y avoir 3 frères de bataille qui sont à terre, déchiquetés, mais on a Roboute Guilliman qui réussit à s'en sortir, et en fait là du coup on se dit mais alors ces Space Marines au final ils sont pas si puissants que ça, parce que simplement de simples humains qui ne sont même pas entraînés peuvent venir à bout de certains Space Marines. Tout comme, ça m'avait vraiment choqué, il y avait un roman, c'était lequel ? C'était, j'essaierai de vous retrouver, là j'ai plus le titre en tête, mais où on a Valérian, un custodes, et puis je ne sais plus comment s'appelle sa compagne, une sœur de silence, qui se battent, et en fait il y a un moment donné, ils sont une sorte d'égout, et il y a d'autres custodes, et simplement des cultistes réussissent à tuer un custodes. Et là, tu te dis, non mais attends, déjà qu'un Space Marine, c'est over the top, un custodes, c'est over the top, du over the top, du over the top, et en fait, un cultiste, fusil laser, bam, il te flingue ton custodes. Et du coup, tu dis, alors, il y a le côté réel, de, effectivement, aussi fort soit-on, on n'est jamais à l'abri de trébucher et de tomber, et puis de se casser la tête, tout simplement. On peut être, alors je sais pas, Michael Schumacher, être l'élite des pilotes, et puis tomber sur un caillou, et puis voilà, c'est fini. Donc ça, dans la réalité, oui, ça existe. Maintenant, dans ce monde imaginaire de Warhammer 40 000, où on a le parangon de l'élitisme, et encore, qui est le post-humain, le Space Marine, quand on nous sort du custodes à plus forte raison, ou même quand on avait, là je me rappelle, quand je lisais avec le fils de la forêt, avec Lionel Johnson, qui craignait pour sa vie, tout simplement parce que le gars en face, il avait un plasma en fait. Et il se dit, bon, je dois faire attention. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est à la fois réel et à la fois qui rentre en contradiction et qui frotte avec tout ce qu'on nous sert, à savoir justement un seul Space Marine peut régner sur une planète tellement il est fort. Alors que tu te dis, dans ce cas-là, juste une balle de sniper et puis c'est fini, juste beaucoup de bolters et c'est fini, juste une horde de chiens qu'on envoie sur lui, il y en a 20, il va peut-être y en a un qui va le mordre à la carotide, et puis voilà, c'est fini, on n'en parle plus, donc même si, ou qui va réussir à fendre le casque, etc. Donc en fait, c'est toujours ce passage qui est compliqué entre on veut vous mettre quelque chose sur un piédestal, mais de temps en temps, on veut prendre autre chose, donc on va prendre cette chose-là qui est communément sur un piédestal pour dire regardez, ça c'est très faible par rapport à ça, c'est dire si ça c'est fort. Et en fait, ce sentiment, on va toujours l'utiliser de plus en plus, jusqu'à un moment donné, je pense, où ça perd de sa réalité, en fait, de sa crédibilité. Et c'est ce que je peux reprocher parfois sur les romans. Et j'apprécie d'autant plus le roman Génopère parce que
on met ça un petit peu de côté. Alors là, je pense qu'il y aura des combats et qu'on va retrouver toujours un petit peu cette notion de déséquilibre. En fait, ce qui peut être reproché, je trouve, c'est que j'ai pas l'impression que les auteurs, les différents, il y a énormément de parutions, donc c'était pas possible. Hein, c'est pas les gars, vous faites mal votre travail. C'est juste que je pense que c'est pas possible. C'est que chacun va avoir son interprétation, sa grille de lecture. On peut imaginer que on a une échelle de puissance, hein, tout simplement, mais qu'ils sont tellement à écrire et à réaliser des choses, c'est que forcément, quand on met tout ensemble, on se dit « Oui, mais pourquoi à ce moment-là, ça se passe comme ça, alors qu'à ce moment-là, ça se passe comme ça ?» Pourquoi à un moment donné, là, typiquement, des légionnaires Hereticus Astartes se prennent un tir d'obusier rapide de chevalier impérial et se relèvent tout simplement parce qu'ils ont simplement perdu l'équilibre, alors que parfois, simplement, un fusil laser, quelques tirs de fusil laser viennent à bout de l'armure énergétique. Se poser vraiment la question. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était pour reparler de ce terme-là. Puis c'est un terme que j'aime bien, là, le porn-bolter, qui représente bien cette idée que parfois, on est simplement dans de la débauche d'action pour de l'action. Et que, je pense que ça fait du bien de temps en temps parce qu'on pose un petit peu le cerveau, on réfléchit pas, on se laisse guider en fait par l'auteur et on se dit « Ah ouais, c'est badass quand même, un Space Marine, badass le Space Marine », mais que parfois, ça fait du bien aussi d'aller sur quelque chose d'un petit peu plus construit où l'auteur va chercher vraiment à nous faire réfléchir. Moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup plus, c'est pas de vibrer en me disant c'est génial, le Space Marine il est trop fort, il est trop fort. C'est vraiment plus d'essayer de comprendre les agissements, le pourquoi, la réflexion qu'il y avait justement sur le fait que les légionnaires, c'est-à-dire les premières versions de Space Marine, sont beaucoup plus efficaces que les Space Marine Firstborn, et du coup qu'on a maintenant, qui sont générés au 41e millénaire, ou en tout cas avant les Primaris. Ça, c'est un élément qui est vraiment très important, qui fait réfléchir, où on a vraiment cette notion que, certes, on a la même recette, plus ou moins, mais on n'a plus forcément les mêmes compétences, on n'a plus forcément le même entraînement, le même matériel, ce qui fait que entre un légionnaire Space Marine des premières légions, et puis un Space Marine, maintenant d'un chapitre, eh bien on est vraiment sur des différences d'échelle assez importantes. Vous voyez, ça c'est une information qui est vraiment intéressante, qui est pertinente et qui vous fait avancer un petit peu dans votre réflexion. Même si on a du mal à penser que Fabius Bill en effet est un personnage positif qui cherche à sauver l'humanité, peut-être pas. D'ailleurs, peut-être pour ceux qui ne lisent pas les commentaires, justement dans le dernier chapitre, Belisarius Cawl disait c'est bizarre parce que Fabius Bill, vous prétendez être un sauveur de l'humanité, pourtant vous parez de peau humaine. C'est un petit peu étonnant quand même. Et en fait, dans les commentaires, quelqu'un m'a dit qu'en fait c'était pas de la peau humaine et que c'était de la peau d'Astartes en fait, et que ça permettait de lui créer en fait une couche de protection supplémentaire parce que la peau d'Astartes était très résistante aux brûlures, elle pouvait encaisser, donc c'était une surcouche de protection. Et là tu te dis ok, là ça tient la route, mais après quand tu réfléchis plus loin tu te dis mais alors, attends, lui qui est un maître de la génétique, il peut créer des primarques ou des équivalents, des copies de primarques, mais il n'est pas capable de créer, simplement de synthétiser de la peau qui aurait une forme de veste. Il est obligé d'aller la découper sur des Astartes, parce qu'on voit en fait les visages qui sont suturés les uns avec les autres. Puis tu te dis basiquement le point de suture entre les différents visages qui sont sur sa cape. Forcément, c'est des points de défaillance, donc ce n'est pas parfait, monsieur Fabius Bill. Monsieur Fabius Bill, si vraiment vous cherchiez l'efficacité, la perfection, comme vous vous plaisez à le dire, vous auriez fait une cape qui serait en peau d'Astartes, mais qui ne serait pas faite d'Astartes qu'on a découpé, qu'on a écorché pour remettre les visages. Mais bon, après, je pense que quand le personnage de Fabius Bill a été créé, la réflexion n'était pas aussi poussée, on voulait simplement un méchant avec le côté chirurgien sadique qui découpe les visages de ses victimes et puis les met simplement sur lui, voilà. Mais bon, en tout cas, c'est sympa de chercher quand même à expliquer un petit peu les choses et puis de donner une dimension qui est un peu plus basée sur la réflexion, encore une fois, que sur le porn-bolter. Voilà, c'est le nouveau terme à la mode que j'ai envie d'utiliser. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. J'espère que la petite partie en plus sur ma réflexion vous a été profitable, intéressante. Le prochain chapitre, on va avoir de nouveau un petit développement. Pour le coup, je l'avais lu en avance, celui-ci. D'habitude, je le fais pas. Là, je l'ai lu un peu en avance, histoire de me dire, bon, est-ce que je compilerai pas le chapitre 21, chapitre 22? Puis au final, je me suis dit, bon, allez, ok, on va rester sur 21. Puis ça va me permettre de sortir une vidéo un tout petit peu différente. Et puis, c'est le moment
où je vous dis, donnez-moi votre avis, est-ce que vous aimez quand on part un petit peu plus, encore une fois, sur la réflexion, est-ce que vous préférez que ce soit uniquement relater les informations du roman, c'est-à-dire simplement vous faire un résumé et de ne pas s'investir, voilà, tout en sachant que les deux sont dans la même vidéo, donc si ça vous intéresse pas la prochaine fois, je vous dis, on arrive à la fin du roman, enfin du chapitre en tout cas, puis comme ça vous pouvez partir sur une autre occupation, aller regarder autre chose, et puis voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir vu jusqu'ici, des gros bisous comme d'habitude, et à bientôt, salut, bye.